Bonjour, je suis content de venir pour la troisième fois, retrouver ceux qui étaient là déjà et puis trouver ceux qui n'y étaient pas. Je vais, comme les deux fois précédentes, faire un tour de la jurisprudence de l'année sur le contentieux de la fonction publique. Ce tour sera bref, puisque, commençant en retard, je finirai à l'heure, mais à raison d'un impératif personnel qui fait qu'à 18h05 au maximum, je devrais partir. Donc je ne pourrai pas vous parler des dizaines de cas que j'avais dans ma pochette, et donc ça sera la moitié des dizaines, sans doute. D'autant que je vais commencer en empiétant sur le temps consacré au contentieux pour vous dire, puisque je n'ai aucune affaire qui concerne les conflits d'intérêts dans ma besace jurisprudentielle, c'est le hasard, mais j'ai quand même quelque chose à vous dire sur les conflits d'intérêts et la déontologie, à titre tout à fait personnel. Je pense que d'autres l'ont dit ce matin, mais je voudrais le redire. Il y a un phénomène que je vois poindre parfois et que je crois devoir combattre absolument. C'est celui qui consiste à attacher à l'institutionnalisation de la prévention des conflits d'intérêts, à la création d'instances tout à fait légitimes et tout à fait utiles pour diffuser la culture de la déontologie au sein de l'administration, le risque d'une externalisation qui ferait que chacun se considérerait comme débarrassé du problème parce qu'il est externalisé auprès d'un déontologue, auprès d'une commission de déontologie. Alors qu'en réalité, la déontologie, c'est d'abord l'affaire de chacun. Et c'est ça que je voulais vous dire, mais c'est un propos vraiment très, très personnel, c'est que c'est très bien de mettre en place toutes ces instances, ces collèges, mais c'est très bien qu'il y ait des lanceurs d'alerte. Enfin, je dis c'est très bien, je ne pense pas que ce soit très bien en réalité. Mais enfin, je ne peux pas lutter contre le vent dominant. Ça peut être utile, ça peut être utile. En revanche, ce qui est indispensable, ce qui est absolument indispensable, c'est que chacun soit le gardien de sa propre déontologie. C'est d'abord votre affaire, selon votre conscience. Et c'est d'abord chacun, au quotidien, qui doit savoir comment prévenir ces difficultés-là. Et s'en remettre à un tiers, ça peut être utile parfois, ça ne doit pas dispenser de ce travail personnel, de réflexion sur, dans le quotidien des fonctions, ce qui peut grincer, ce qui peut nous mettre en difficulté, puisque le fonctionnaire, c'est celui qui se définit par ses fonctions, et par définition, ces fonctions doivent être exercées indépendamment de tout ce qui est à l'extérieur de celle-ci. Donc tout ce qui est notre vie personnelle, nos convictions, nos liens, et un conflit d'intérêts, c'est effectivement l'intérêt qu'il y a révélé par un lien extérieur à ces fonctions, tout ça doit être étanche. Et c'est nous qui sommes les gardiens de cela, et personne d'autre à notre place. Voilà. Je voulais commencer par je ne sais pas si on va dire, ce rappel. Très bien. Mais que ça vienne en plus et pas à la place. Voilà. Alors, l'année dernière, j'ai terminé en faisant du teasing sur une décision qui était dans les tuyaux à propos de la question de savoir si on pouvait utiliser un appareil statistique pour entrer dans la première étape de la démonstration d'une discrimination. Et j'ai annoncé qu'il y aurait une décision très intéressante. Cette décision est intervenue le 16 octobre 2017. Elle s'appelle Huchet. Elle porte le numéro 383-459 et elle répond par l'affirmative. Oui, dans le chemin à la Péreux qui permet de créer la première étape, c'est-à-dire l'existence d'une présomption de discrimination et qui met à l'administration la charge de renverser cette présomption, on peut, pour faire présumer l'existence de cette discrimination, mobiliser un appareil statistique. Le Conseil d'État a eu cette bonne idée de ne pas être complètement ringard en disant non, les statistiques, ça ne sert à rien. Alors, ceci étant dit, en l'espèce, ça n'a pas suffi, car la dame n'a pas réussi à démontrer, c'était un monsieur, voilà, bon, peu importe, le requérant n'a pas réussi à démontrer, avec les éléments statistiques qu'il apportait, qu'il y avait eu un biais en sa défaveur. Il essayait de rapprocher les aires géographiques d'origine des candidats reçus des aires de résidence administrative des membres du jury. Et il y avait une corrélation. Simplement, vous savez très bien que corrélation n'est pas causalité, et le Conseil d'État n'a pas considéré que cette corrélation suffisait à caractériser l'existence d'une présomption de discrimination. Mais enfin, je trouve, pas seulement pour enchaîner avec mes propos de l'année dernière, que ce n'est pas complètement inintéressant
dans un monde où le contentieux relatif à la discrimination va en se développant, de le faire valoir. Je dis ça d'autant plus que vous connaissez la jurisprudence de section de 2015, Bourgeois. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous l'apprendre, et si vous vous en souvenez peu, je vais vous la rappeler. Elle est très importante, cette jurisprudence. Elle rappelle que toute une série de décisions qui sont le quotidien des agents publics ne sont pas susceptibles de recours. Ces décisions, en réalité, c'est votre quotidien ou le quotidien des gens que vous gérez. C'est un changement d'affectation, un changement de tâche. Et réaffirmant une jurisprudence tout à fait constante, le Conseil d'État, en 2015, a jugé que des mesures de cette nature ne faisaient pas grief au sens contentieux, c'est-à-dire ne pouvaient pas être attaquées au contentieux, lorsque elles ne portaient pas atteinte aux droits et aux prérogatives des personnes qu'elles concernent, ou à l'exercice de leurs droits, ou encore n'entraînaient pas de perte de responsabilité ou de rémunération. C'est tout à fait constant. C'est tout à fait constant. Il faut soit affecter je dirais, le périmètre de la fonction, soit affecter l'exercice des droits attachés à celle-ci, soit affecter les accessoires, à savoir rémunération ou responsabilité. Et il y a une exception que crée l'affaire Bourgeois, qui est « il en va autrement » lorsque cette mesure est, d'une manière ou d'une autre, traduit une discrimination. Donc il y a une soupape qui est que même pour ces décisions qui, en principe, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours, si il est démontré qu'elles sont empreintes de discrimination, ou à tout le moins qu'on franchit la première étape, c'est-à-dire qu'elles traduisent une présomption de discrimination, alors le juge va devoir, parce que là, quelle que soit la mesure empreinte de discrimination, c'est la discrimination le véritable objet du litige, évidemment. Personne ne peut être discriminé, même à l'occasion de quelque chose de parfaitement véniel. Eh bien, vous voyez bien que cette encoche dans l'injusticiabilité de ce type de mesure donne, si je puis dire, encore plus de dynamique à ce contentieux de la discrimination. D'où l'intérêt aussi de voir que l'on peut, entrer en présomption avec un appareil statistique. Alors, un mot, parce que dans cette affaire, c'était un concours. Un mot pour dire que tout ça n'est pas très facile à concilier avec les limites du contrôle du juge sur les résultats d'un concours. Un concours qui reste, heureusement, l'un des modes de recrutement dans la fonction publique largement répandu. On voit bien que lorsqu'il s'agit d'une mesure individuelle, la question de la discrimination, elle se pose, si je puis dire, assez facilement. En quelque sorte, la personne qui n'a pas la mesure qu'elle voulait, une nomination, une promotion par exemple, vient dire « ce sont pour des motifs étrangers à mes mérites que l'on m'a refusé » ou qu'on a préféré quelqu'un d'autre à ma place. Bien. C'est facile pour l'administration, si ça n'est pas le cas, de renverser cette présomption en faisant valoir le véritable motif, celui sur lequel elle s'est fondée, et qui tient à des conditions objectives valables. Pour un concours, s'il s'agit de la question de l'économie des épreuves, ça va parce que là, on va contrôler d'une certaine manière soit la nature des épreuves, soit leur déroulement, et le juge sait faire. Et je raccroche avec l'actualité, à votre connaissance, une décision récente du 26 septembre dernier, Madame Joublot, numéro 473, qui juge pour la première fois, après avoir rappelé qu'on ne contrôle pas l'appréciation portée par le jury sur la prestation d'un candidat, qui juge qu'en revanche, on va contrôler le choix des sujets. On va contrôler le choix des sujets. C'est assez intrusif quand même. On va contrôler le choix des sujets. Et pourquoi ? Pour vérifier qu'on respecte le règlement du concours, et surtout que si on ne le respecte pas, on ne le fait pas de telle manière qu'on crée une rupture d'égalité entre les candidats. Et donc, en réalité, on va vérifier si le sujet peut être correctement traité par tous les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours. Donc, c'est une espèce de vérification de ce qu'on est bien dans le champ des épreuves. Mais tout ça, c'est en amont. Et précisément, sur l'aval, c'est-à-dire les résultats d'un concours, on voit bien la difficulté qu'il peut y avoir
à combiner notre contrôle de la discrimination avec l'absence de contrôle qu'on exerce sur les résultats même, puisque l'appréciation du jury est souveraine. Et c'est de ce point de vue-là beaucoup plus difficile à l'administration de venir justifier qu'elle a, par exemple, écarté la candidature de telle ou telle personne, classé telle et telle personne à tel rang, pour un motif valable, puisque les motifs, qui sont les appréciations des mérites respectifs des candidats, ne sont pas contrôlés par le juge. Donc, je ne sais pas si je suis très clair, mais vous voyez bien qu'en réalité, autant sur une décision individuelle classique, la grille de contrôle de la discrimination fonctionne bien, autant sur les résultats d'un concours, c'est beaucoup plus difficile, mais pour tout le monde. Pour la personne qui essaye de prouver qu'elle a été discriminée, pour l'administration qui devra prouver que ça n'est pas le cas, parce qu'après tout, c'est pas si évident de dire, sauf à sortir toutes les notes de tout le monde, regardez, refaites la correction des copies, monsieur le juge. Et pour le juge qui se refuse fort heureusement à faire tout ça. Voilà, je vois qu'il est déjà 40. Donc, j'avais prévu beaucoup plus de choses sur la discrimination, mais je ne veux quand même pas parler que de ça. Donc, je vais passer à mon sous-thème suivant. Alors, peut-être que pour éviter qu'il n'y ait pas du tout de questions, ce qui est pire que tout, je vous propose un panachage en temps réel. C'est-à-dire que s'il y a une question sur ce thème-là, c'est le moment. Il n'y en a peut-être pas, hein. Mais sentez-vous libre, ce n'est pas parce que je m'en vais dans 19 minutes que vous devez vous taire. Non, allez-y, c'est plus sympa aussi pour moi. Hein, parce que... Mais il n'y en a pas. Bon. Eh bien, écoutez, on passe au thème suivant. C'est un beau thème en plus que j'ai appelé grand principe. Voilà. Donc, alors, c'est parce qu'en fait, il se trouve qu'il y a 3 décisions qui ont donné lieu à une déclinaison de grands principes, qui ne sont pas du tout de même ordre. Je vais commencer par la première. Elle est assez intéressante. Ce n'est pas parce qu'elle est au rapport de la Chambre que je préside que je dis ça, mais parce qu'elle est vraiment intéressante. C'est une décision du 26 janvier 2018, Madame Barbaroux, numéro 401-796. Elle concerne le principe d'impartialité. C'est extrêmement intéressant et je l'ai retenu aussi parce qu'elle fait bien le pont avec le contentieux des concours, où vous savez que très fréquemment, nous avons eu à connaître de litiges qui étaient portés par l'accusation que les membres du jury n'étaient pas impartiaux à raison des liens, c'est vrai pour les jeux d'examen aussi, des liens entre tel membre qui siégeait dans le jury et tel candidat. Nous avons une jurisprudence assez, je crois, raisonnable, qui consiste à dire on ne va pas déduire l'existence d'une partialité de la seule existence d'un lien préexistant. Dans certains cas, ce serait impossible. Je pense au concours dans l'enseignement supérieur, par exemple, au recrutement dans l'enseignement supérieur. Dans certaines disciplines où il y a peu de gens, forcément, qu'on a été amené à travailler dans un laboratoire ensemble, à co-diriger ou à diriger telle et telle recherche. Et sinon, c'est impossible. Il faut aller recruter, faire recruter les gens par des gens d'une autre discipline, ce qui serait vraiment problématique. Vous avez des décisions, je suis venu avec les références pour ceux que ça passionne, du 4 novembre 1994 pour un jury, Nemeth, numéro, je sais pas, alors, 105, le numéro a l'air mauvais. Hein. Bon, alors c'est bizarre parce que normalement un numéro a 6 chiffres et celui-ci en a 7. Et je ne sais pas lequel des 7 est mauvais. Alors je vais vous dire le nom, c'est Nemeth. Et pour le recrutement d'un professeur d'université, 23 avril 1997, Montginoul, 167 862, il y a bien 6 chiffres, comme dans Madame Barbaroux, 401 796. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est une affaire qui tranche un point qui correspond à une pratique qui se développe, à savoir la mise en place de comités de recrutement. Je suppose que vous avez tous connu ça, ou que vous connaissez tous ça, où l'autorité de nomination veut, d'une certaine manière, non pas externaliser son pouvoir, mais s'entourer d'un certain nombre de garanties et fait auditionner auparavant les candidats par un comité de recrutement qui va émettre un avis simple, certes, mais un avis. Et évidemment, qui on met dans ce comité de recrutement ? On met des gens qui connaissent la discipline, la matière, le domaine, et du coup, qui connaissent possiblement les gens qui se présentent. Et on retrouve le même problème de consanguinité entre les gens qui émettent un avis et les candidats. Mais c'est consubstantiel à ce type de procédure, à ce type d'instance. Alors, je dis que c'est très souhaitable de faire ce genre de choses, et c'est pour ça que nous avons retenu une décision qui se veut très équilibrée, et nous avons dit, oui, le principe d'impartialité joue. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est juste un comité consultatif qui rend simplement un avis qu'on s'en fout de savoir qui siège dedans et s'il y a des copinages, des réseaux, des favoritismes. Non. On va vérifier
que l'avis n'est pas entaché de partialité. Donc ça, c'est le premier point, c'est important. Mais, second point, on le fait de manière raisonnable. C'est-à-dire qu'on transpose notre jurisprudence sur les jurys en disant le seul fait qu'il y ait des liens, des connaissances, des relations antérieures entre tel candidat, et là, en l'espèce, évidemment, celle qui a été retenue, c'est toujours comme ça. C'est celui qui est pas retenu qui va dire que l'autre a été favorisé parce qu'il connaissait les gens qui ont siégé dans le comité qui a rendu un avis. Le schéma est à peu près toujours le même. Bien, donc là, il y avait des relations certaines, non contestées. La dame avait travaillé dans des entreprises, on est dans le domaine du ciné et de la télé, avec des gens qui siégeaient, et on a dit ça ne suffit pas à caractériser un lien tel qu'il y ait partialité. Si je prends un jargon qui commence à être connu, en réalité, dans ce type de configuration, il n'y a que la partialité subjective qui est susceptible de caractériser un biais et pas l'impartialité objective. Objective, ça veut dire, voilà, il existe des liens, je m'en tiens à ça. Subjective, ça voudrait dire quoi? Des gens qui ont notoirement eu un différend dans le passé. Ou au contraire, je ne sais pas moi, qu'on montait une boîte ensemble, qui était associée, qui avait un intérêt tel qu'on peut là penser qu'il y a un préjugé favorable ou défavorable. Donc seulement dans ces hypothèses-là, évidemment, je crois que le lien serait disqualifiant et pas du tout dans les autres cas. Donc voilà pour le principe d'impartialité. Je le dis parce qu'on n'avait pas tellement de contentieux dans lesquels était invoquée la partialité de l'autorité de nomination, même par ricochet de celle de l'instance consultative. Et puis surtout parce que, comme ça se développe, je voulais dire un peu comment on peut faire, et on peut continuer de demander l'avis de gens qui, connaissant le domaine, connaissent peut-être les candidats. Deuxième grand principe, on tape haut, c'est le principe de laïcité. Alors il est assez intéressant, on avait de citer cette décision qui est récente aussi, du 27 juin 2018, Syndicat national de l'enseignement supérieur, 419-595. Parce qu'au début du siècle, et même encore à la moitié du siècle précédent, du XXe, on avait florès de questions de ce type, de savoir comment l'accès aux fonctions publiques pouvait être permis à des ministres du culte. Et puis, ça s'était, avec le temps, largement apaisé. Et il n'y avait plus de contentieux, peut-être parce qu'il y avait moins de nominations de ce type. Voilà que c'est revenu. Et on avait là un ministre du culte qui avait été élu aux fonctions de président d'université. Et il était soutenu par le syndicat requérant que c'était totalement contraire au principe de laïcité dans sa déclinaison qui fait qu'on en déduit une totale neutralité de l'État, c'est-à-dire une neutralité qui permet de respecter toutes les croyances et l'égalité des citoyens devant la loi sans distinction de religion. Nous avons réaffirmé la ligne classique de la jurisprudence en disant qu'en fait, cet accès qui, au nom du principe de laïcité, cet accès aux fonctions publiques, doit bien évidemment s'effectuer sans distinction de croyance ou de religion, conduit à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle de principe, à ce que quelqu'un qui, par ailleurs, est ministre du culte, puisse être élu comme président d'université. Donc c'est la neutralité au sens, l'agent, enfin celui qui entre dans les fonctions, en bénéficie. Car ce serait presque ce serait pas presque, ce serait aller à rebours du principe de laïcité que de dire parce qu'un tel est ministre du culte, alors je lui ferme l'accès à la fonction publique. C'est tout le contraire. La neutralité, c'est rien n'y fait obstacle. Mais ça n'est pas une possibilité sans condition. Évidemment, à charge pour l'intéressé. Ensuite, dans l'exercice de ses religions, de ses fonctions, pardon, le lapsus, évidemment. Voilà, c'est l'heure aussi, je me dépêche, etc. Je trouve que j'articule encore correctement compte tenu du fait qu'il me reste 11 minutes. Donc, dans l'exercice de ces fonctions, à charge pour l'intéressé de neutraliser toute manifestation de ses opinions religieuses et de respecter, en dehors de ses fonctions, un devoir de réserve en ce qui concerne ses fonctions. En gros, il pourra continuer d'être ministre du culte complètement, mais en qualité de président d'université, dans l'exercice de ses fonctions, totale neutralité, et ça, c'est tout à fait indispensable. Mais il y a aussi, à côté de ces fonctions, le devoir de réserve. Alors, j'avais promis
3 grands principes. Le dernier n'est pas de même nature, mais il est important. C'est un PGD aussi. C'est un PGD plus technique, mais il concerne aussi le quotidien de beaucoup de gens. C'est l'obligation pour l'employeur de reclasser un salarié qui est définitivement inapte. C'est un principe très important que nous avons consacré et précisé notamment dans une décision Ballan du 19 mai 2017, 397-577, et dans une décision du 25 mai dernier, le 25 mai 2018, M. Zbaï, numéro 407-336, nous en avons encore plus précisément déterminé la portée. Ce PGD, vous savez, qui en réalité c'est comme la poule et l'œuf. Il y a un principe dans le Code du travail, on décide de l'appliquer à la fonction publique sans vouloir appliquer le Code du travail. Donc en réalité, on s'inspire du Code du travail, mais on feint de dénicher une espèce de principe préexistant dont s'inspire le Code du travail. Donc c'est comme la poule et l'œuf. Est-ce que le PGT était avant le Code du travail qu'il a, d'une certaine manière, expressément consacré, ou est-ce que le Code du travail a servi au Conseil d'État d'inspiration pour consacrer un PGD? Vous voyez bien que c'est comme la poule et l'œuf, on ne sait vraiment pas. Peu importe. Ce qui compte dans ces cas, quand on fait ce type de raisonnement, c'est qu'on applique le même principe sans être tenu par la lettre du Code du travail et sans être tenu par la jurisprudence que le juge judiciaire a développée en application du Code du travail. En fait, c'est toujours compliqué quand on applique un code de s'éloigner de la jurisprudence du juge qui en est le gardien naturel. Alors on peut assumer des divergences de jurisprudence, ça arrive, mais c'est jamais souhaitable. Avec ce type de technique PGD dont s'inspirent les dispositions, on a une totale autonomie, une totale maîtrise dans les applications au cas d'espèce qu'on en fait. Alors, la main invisible qui guide tous les juges, quelle que soit la juridiction à laquelle ils appartiennent, fait que ça converge très spontanément, très généralement, mais ça peut diverger sans qu'on doive se justifier. Alors voilà, c'est un petit truc qu'on aime bien utiliser. Ça n'est pas une coquetterie de juge. Ça n'est pas une coquetterie de juge. Alors là, en l'espèce, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, et finalement, il y a un principe dont la mise en œuvre implique normalement un certain nombre de choses, et puis il y a des exceptions à la mise en œuvre de ce principe. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La mise en œuvre de ce principe, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté de ne pas reprendre une activité professionnelle, implique que l'employeur propose un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible que celui précédemment occupé. Et il arrive des cas dans lesquels ça n'est pas possible. Et alors, quand est-ce que ça n'est pas possible? Eh bien, lorsqu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, ou que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toute fonction, ou alors, troisième hypothèse, qu'il refuse toutes les propositions qui lui sont faites. Et donc, cette obligation, elle n'est pas absolue. Et là, je vois dans cette solution, rien que l'équilibre général que le juge administratif cherche toujours à atteindre entre la protection de l'agent, et qui doit bénéficier de cette garantie. Avant de prononcer le licenciement de quelqu'un déclaré inapte, il faut lui proposer un reclassement, mais aussi une forme de réalisme. Et il faut quand même aussi, dans certains cas, tirer les conséquences de ce qu'on appellerait une formalité impossible dans d'autres contentieux. Alors, s'il n'y a aucun emploi vacant, évidemment, on n'y peut rien. Si le gars ou la dame refuse tout, on n'y peut rien non plus. On ne va pas le reclasser malgré lui. Et ce qui est assez troisième hypothèse, ce qui est assez fréquent aussi, c'est qu'en fait, on est déclaré inapte à toutes les fonctions, y compris celles des postes laissés vacants. Voilà ma deuxième rubrique. Y a-t-il des questions intercalaires sur l'impartialité, la laïcité ou ce cas-là? Ah, oui. Alors, il y en a plein. Bon, alors, on y va. Je vais prendre 5 minutes de plus, mais ça ne sera pas plus. J'ai juste une petite question. Ouais. Est-ce que mutatis mutandis, on peut affirmer que l'arrêt du Conseil d'État, donc syndicat national de l'enseignement supérieur, met effectivement un terme à la jurisprudence Bouter, Abbé Bouter? Alors, ce qui est assez intéressant par rapport aux notes de jurisprudence, puisque au recueil Lebon, les personnes chargées de résumer la jurisprudence du Conseil d'État font des rapprochements avec des précédents.
on a plein de notes de rapprochement, notamment avec Demoiselle Weiss, Demoiselle Pasteau ou Demoiselle Jamais. Et puis, il y a un silence. Un silence absolument... Je me suis posé la même question, on va dire. Un silence absolument significatif sur et quid de l'abbé Bouter. Alors, si ça n'est pas abandonné de fait, disons que c'est un peu caduc de droit. Non, c'est l'inverse. Ah, voilà. C'est ça de passer à la fin, je suis fatigué pour vous. Si ça n'est pas abandonné de droit, c'est un peu caduc de fait. Oui, je pense. Ça n'engage que moi, hein, puisqu'il n'y a pas de note de rapprochement. Abjure, abandon de jurisprudence. Ça voudrait dire que le Conseil d'État envoie le signal, on recueille le bon. Là, c'est juste mon exégèse. Mais je suis un peu de cet avis. En tout cas, ce n'est pas abandonné, mais on n'est pas prêt de le réactiver, je pense. Voilà. Alors, il y avait d'autres questions? Oui, madame? Oui, merci. Sur la question de l'impartialité et oui. la nature du lien, parce que vous avez évoqué un certain nombre de liens, bon, mais celui qui nous pose quand même problème, c'est le lien marital ou le concubinage. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait le traiter de la même façon, si j'ose dire, ou pas? Voilà. Bon, ça dépend dans quelle configuration vous vous placez. Pour un comité de recrutement, je crois que là, c'est impossible. Vous n'allez pas jauger des mérites de votre conjoint parmi d'autres candidats. Je veux dire que le lien marital ou conjugal, il est assez disqualifiant par nature. Mais dans notre juridiction, nous avons interdiction de délibérer avec notre conjoint. Je crois que c'est une règle de la charte de déontologie, hein, elle n'est pas dans d'autres textes que celle-ci, mais elle est de bon sens. Je crois qu'il y a l'idée, alors pour le coup, que votre question me permet d'affiner les choses. Il existe certainement des liens tels que par nature, il disqualifie. Ça serait pareil avec sa progéniture. Je ne vois pas qu'on puisse donner un avis objectif sur les mérites parmi d'autres candidats de son enfant. Si on est énervé de la veille, on dira qu'il est nul, et tous les autres jours, on dira qu'il est génial. Donc, pour le conjoint, c'est la même chose. Il y a trop de porosité entre un quotidien source de passion ou de friction et l'exercice des fonctions. Voilà. Non, je crois que là, ça ne va pas. Excusez-moi, parce que avec le surgissement, même si tout ça est plus ancien, de la déontologie, on a effectivement des situations hiérarchiques, alors qui ne sont pas forcément des situations de recrutement, mais des situations en tout cas d'exercice professionnel qui font qu'on arrive à avoir des demandes du genre est-ce que Madame Untel peut rester à tel poste parce que voilà. Elle est conjointe de tel voilà, elle a tel lien de type et la difficulté c'est de dire oui finalement on pourrait la déplacer du fait de la nature particulière de ce lien etc. Voilà, et je voulais savoir si on avait un peu quelque chose. C'est tout pourri, ça. Mais non, mais c'est vrai, c'est parce qu'il n'y a pas de bonne vraie réponse. En réalité, alors déjà, mais là aussi, je n'engage que moi. Mais c'est un peu le jeu des questions. C'est-à-dire que je m'éloigne de la jurisprudence où c'est déjà jugé, où je parle d'un matériau qui existe, et puis là, je spécule avec vous. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je crois qu'il faut traiter différemment les liens notoires et assumés publiquement par les intéressés, des liens plus ou moins suspectés. Bon. Si je disais tout à l'heure que les lanceurs d'alerte étaient quelque chose qu'il fallait manier avec circonspection, c'est que j'ai eu vent d'un certain nombre de situations. On va dénoncer qu'un tel couche avec un tel ou une telle, et ça, je trouve qu'on est dans le pire, puisque c'est de la délation, ce n'est pas de l'alerte éthique. Bien. Donc la première chose, c'est qu'il y a un lien notoire, public, où il n'y en a pas. Et ce que je crois, c'est que tant qu'il n'y en a pas, c'est très difficile de tirer quelques conséquences d'une impression, d'un soupçon, d'une quasi-certitude. On ne va pas les sonder comme si les draps sont chauds, etc., comme parfois. Hein. On a vu ça dans quelques inspections pour des répétitions de l'Indu de RMI ou aujourd'hui de RSA, des choses comme ça. Bon, oui, on ne fait pas ça. Sur les liens notoires, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Les premiers concernés sont les conjoints.
est-ce qu'ils se sentent en situation ou non d'exercer correctement leurs prérogatives respectives ou non? S'ils demandent à être déplacés eux-mêmes, ça, c'est rare, hein, je sais. Mais dans les grosses structures, on peut changer de service. Je conçois que ce soit compliqué d'être structurellement sous la responsabilité hiérarchique de son conjoint. C'est compliqué. C'est compliqué aussi par rapport aux autres collègues. Et pour le responsable hiérarchique, c'est compliqué parce qu'il faut toujours qu'il lave le soupçon d'avoir favorisé, etc. Bon. Donc ça peut venir désintéresser. Sinon, je crois que le mieux, c'est d'essayer d'objectiver dans toute la mesure du possible les choses. Et c'est là où l'externalisation est bonne à prendre. Je ne voulais pas du tout, tout à l'heure, dire que ce type de recours à des instances tierces était inutile. Là, on peut valablement saisir le déontologue dans un certain nombre d'hypothèses, ou alors, lorsqu'il y a des décisions, s'entourer d'avis, les prendre en formation collégiale et pas tout seul. Essayer d'objectiver au maximum ce qui ne l'est a priori pas du tout. Voilà. Il y avait une dernière question, je crois. Oui, madame ? Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais voilà comment moi, a priori, je ferais. Mais ce ne sont que de petits éclairages pas très faciles à mettre en œuvre. Oui. Oui. Dans le cadre de la recherche de reclassement, est-ce qu'on considère que les emplois occupés par des agents contractuels sont des emplois vacants? Sont des emplois, pardon? Vacants. Ah, occupés par des contractuels? Ah, normalement non, c'est parmi les emplois permanents. Alors, ah oui, parce que vous êtes dans l'idée... Ah non, mais vous êtes dans un emploi permanent actuellement occupé par un contractuel. Et donc, il faudrait mettre fin au contrat pour reclasser. Oh, oui, je comprends. C'est ça votre question? Absolument. Elle est bien pourrie aussi. Hein. Je vous remercie. Alors, comme la légalité, si on est dans une hypothèse où la légalité du recours au contrat est subordonnée au fait qu'on ne trouve personne parmi les titulaires pour exercer la fonction, je crois que ça doit, à un moment ou à un autre, rentrer parmi les emplois vacants. Voilà. Le problème sera le tuilage avec le contractuel. Voilà. Mais je crois que la réponse, c'est plutôt celle-ci. Voilà. Je voudrais vous parler de disciplinaire avant de vous quitter. Parce que le disciplinaire, c'est toujours source de beaucoup de difficultés et parfois de contentieux. Puis voilà, après, je m'en irai. Hein. Je vous rappelle quel est le contrôle que le juge exerce sur une sanction. On a en réalité à la fois les faits, leur caractère fautif et le choix de la sanction. Maintenant, en agent public, en contentieux de la fonction publique, donc pour les sanctions disciplinaires infligées à des agents publics, on fait un contrôle normal sur l'ensemble de ces points-là. On contrôle entièrement la caractérisation des faits, c'est-à-dire leur matérialité en fait. On contrôle entièrement leur caractère fautif et on contrôle entièrement le choix de la sanction. Est-elle appropriée, c'est-à-dire proportionnée? En cassation, c'est-à-dire ce que nous avons à connaître au Conseil d'État, nous sommes plus subtils que ça, à ce point que c'est incompréhensible généralement pour les gens. Nous disons, nous ne faisons pas du tout le contrôle des faits. C'est le pouvoir souverain des juges du fond. Nous faisons complètement le contrôle du caractère fautif. Et puis, pour le choix de la sanction, on fait un contrôle baroque du hors de proportion. C'est-à-dire qu'on ne censure la décision du juge du fond que si on considère que leur appréciation a conduit à confirmer une sanction qui était hors de proportion ou à annuler une sanction qui n'était pas hors de proportion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le contrôle du hors de proportion? C'est-à-dire qu'on ne fait pas la qualification juridique des faits, on ne recontrôle pas complètement à la place des juges du fond, mais on ne fait quand même pas non plus complètement du pouvoir souverain sous la seule réserve de la dénaturation. En gros, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que, c'est ça, hein, on envoie un signal au juge du fond qui consiste à dire « vous avez largement la main, mais si c'est vraiment... alors, pas aussi grossier et évidemment erroné que la dénaturation, mais si c'est hors les clous, hors de proportion, on va intervenir. » Bien. Alors, c'est un peu indécidable tant qu'on n'a pas la décision du juge du fond. Donc, c'est très sophistiqué. Alors, une fois que j'ai dit ça, je voudrais vous parler de deux décisions qui me semblent intéressantes, qui sont récentes et qui concernent l'éducation nationale. Une décision, je ne vais pas donner les noms cette fois-ci parce que les gens avaient fait des choses évidemment qui étaient aussi poursuivies au pénal. Je vais donner que les numéros. 401 527, c'était un pourvoi du ministre de l'Éducation nationale et c'est une décision du 18 juillet 2018. Cet agent était un professeur des écoles
et il s'était rendu coupable de faits très graves, puisqu'il avait été poursuivi pour viol sur des mineurs. Bien. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, vous imaginez bien que c'est déjà un cas particulièrement grave. Ce n'est pas tous les jours qu'on prononce une sanction pour des faits aussi graves. Alors, ces agressions sexuelles avaient été exercées en dehors de son activité d'enseignant, dans le cadre d'un stage de plongée sous-marine auquel il participait comme instructeur. Mais il avait reconnu les faits, d'ailleurs. Bon, bien. Alors, ce que juge le Conseil d'État, la chose suivante. Eu égard à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors des services, et compte tenu de l'atteinte portée du fait de la nature des fautes commises par l'intéressé à la réputation du service public de l'éducation nationale, ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, toutes les sanctions moins sévères que la révocation étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes. Donc en fait, là, le Conseil d'État dit il n'y a que la révocation qui est proportionnée. Donc vous voyez que quand on veut, le contrôle du hors de proportion, il est extrêmement efficace. Donc là, on est dans quelque chose, heureusement, d'exceptionnellement grave. Ce n'est pas tous les jours qu'on retrouve des faits commis comme ça. Ce qui est assez intéressant d'abord, c'est le signal que le Conseil d'État envoie au juge du fond. Le juge du fond avait annulé. Et donc là, on dit non. La révocation qui avait été prononcée par le ministre, c'est la bonne décision, à ce point que c'est la seule sanction qui soit proportionnée. Et puis, on explique ce qui est toujours difficile pour l'autorité disciplinaire, comment on peut tenir compte, et même on doit tenir compte, de faits ou de comportements commis en dehors du service. Et là, on le fait en raccrochant, c'est un cas très particulier, à la nature particulière des fonctions d'un enseignant et au fait qu'il est en contact avec des mineurs et qu'il doit être, plus que tout autre agent encore, capable d'inspirer la confiance. Voilà une décision que je trouve intéressante. Il y en a une autre qui concerne un enseignant aussi, je ne donne pas le nom, c'est lui qui était requérant, je donne le numéro 412-845, 18 octobre 2018. 412-845. D'abord, elle est intéressante pour une question de pure fonction publique. Elle réitère un précédent, Université de Nouvelle-Calédonie, du 5 décembre 2016, 380-763. C'est la question du statut de la radiation des cadres. C'est une décision intéressante, la radiation des cadres. Mais en réalité, elle n'a pas d'existence propre. C'est une pure décision de gestion administrative. Et ce que nous rappelons, c'était déjà jugé par l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Je dirais que ça n'avait pas sans doute été très clairement compris par tout le monde. Et donc nous le rappelons dans cette affaire. On dit qu'en réalité, cette décision de radiation n'intervient que pour tirer les conséquences d'une autre décision préalable de cessation définitive des fonctions. Il faut qu'il y ait toujours une première décision. Une décision qui peut être administrative ou juridictionnelle. Et une fois cette décision qui prononce la cessation définitive des fonctions, il y a en fait une mesure de radiation qui est une décision de pure gestion. Et on en déduit la chose suivante. Dans cette affaire, on était avec quelqu'un qui, au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, avait des mentions qui avaient été jugées incompatibles par l'administration avec l'exercice des fonctions de professeur des écoles. Et on rappelle qu'on ne peut pas passer directement du bulletin qui comporte ces mentions à la radiation. Il faut qu'il y ait une procédure disciplinaire entre les deux, suivie en bonne et due forme, avec toutes les garanties qui s'y attachent, et une sanction. Et puis, une fois celle-ci prononcée, alors on peut prononcer la radiation des cadres. Cette chronologie me semble très importante, et elle est aussi porteuse de garanties pour les personnes poursuivies, car c'est dans le cadre de la procédure disciplinaire que leurs droits de la défense, notamment, pourront complètement s'exercer. Alors, dans cette affaire, ça avait été un petit peu bidouillé c'était un fonctionnaire territorial de la Nouvelle-Calédonie. Et encore, disons que l'administration territoriale avait un peu bidouillé les choses, mais avait d'une manière ou d'une autre respecté une procédure qui avait permis une garantie effective des droits de la défense, et il y avait bien eu une sanction. Alors, une fois qu'on avait levé le problème sur la nature de la décision attaquée, il y avait la question de la légalité de celle-ci. Alors c'est assez intéressant parce que cette personne avait été poursuivie au pénal. Elle avait été poursuivie pour des faits de harcèlement sur une ancienne compagne. L'intéressée n'avait pas fait des choses très recommandables puisqu'elle avait envoyé des dizaines de textos, de SMS, avait fait des usurpations d'identité sur les réseaux sociaux. Vrai, un cas de harcèlement caractérisé.
et lorsqu'il avait été interpellé par les forces de l'ordre, s'était rebellé avec violence et outrage à agent public. C'était condamné pénalement pour ces deux chefs-là d'accusation. Et ces mentions figuraient sur son bulletin. Et ce qu'a considéré le section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Nouvelle-Calédonie, que ça n'était pas compatible avec les fonctions de professeur des écoles. Et voilà ce que le Conseil d'État juge. Il dit que ça n'est pas du tout hors de proportion que d'avoir fait ça. Et on le dit avec une motivation qui est différente de celle dont je parlais à l'instant pour le cas beaucoup plus grave. Et on ne reprend pas les mêmes termes, mais on dit, c'était aussi en dehors du service, évidemment, et on dit, compte tenu de la gravité des faits et ayant donné lieu à la condamnation pénale, de la persistance des agissements de l'intéressé, eu égard au comportement attendu d'un enseignant en dehors même du service, et des risques que révèle ce comportement pour les élèves, en jugeant que la sanction de révocation de ce professeur était proportionnée, la Cour s'est livrée à une appréciation qui n'a pas débouché sur une décision hors de proportion. Et donc, vous voyez bien, on est là aussi dans une hypothèse où l'agissement se fait en dehors du service. On est là aussi avec l'idée qu'il y a une forme d'exigence particulière qui pèse sur le titulaire de la fonction, et c'est certainement en fonction des fonctions, si je puis dire, que ces exigences vont être déterminées. Là, on parle du comportement attendu d'un enseignant et puis des risques qu'il révèle sur les élèves. Je crois que c'est important aussi, par ces deux décisions, le Conseil d'État, qui s'était vu parfois reprocher un excès de libéralisme en annulant des sanctions jugées trop sévères, crante au contraire des solutions qui sont tout à fait, c'est la révocation à chaque fois. Et je crois que ça n'est pas anodin. Je veux dire par là, il y a une petite ligne de jurisprudence qui se met en place. Et ça ne veut pas dire révoquer tout le monde, évidemment, mais ça veut dire n'hésitez pas, lorsque vous pensez que c'est la sanction appropriée, à entrer en révocation. Alors pour terminer, et franchement il faudrait presque que je revienne demain, pour terminer, enfin si jamais j'étais acclamé par la foule pour ce faire, évidemment, je voudrais juste rappeler aussi, c'est encore les professeurs qui sont en cause, une distinction très importante entre la suspension en matière d'éducation, c'est l'article L 951-4 du Code de l'éducation qui la prévoit, et la sanction. C'est une affaire, là aussi, je ne vais pas dire le nom, 418-844 du 18 juillet 2018. On a un arrêté qui suspend un professeur d'université dans le but de préserver le bon déroulement d'une procédure disciplinaire. Cette procédure est engagée pour raison de harcèlement à la fois sexuel et moral, et on rappelle qu'une procédure de suspension n'est pas une procédure disciplinaire. Je crois que c'est tout à fait connu, qu'elle a simplement pour objet de restaurer et de préserver la sérénité nécessaire au déroulement à la fois de la procédure disciplinaire et du service. Là, il s'agissait des cours et des activités de recherche universitaire. Mais ce qu'on juge aussi, c'est assez intéressant, c'est qu'elle ne revêt pas le caractère d'une mesure prise en considération de la personne au sens de l'article L 121.1 du Code des relations entre le public et l'administration. Et du coup, on ne peut pas exiger une procédure contradictoire avant. Alors, on dit quand même, c'est possible de le faire, mais ce n'est pas obligatoire. La décision dit que si pour apprécier le bien fondé de la mesure de suspension, la présidente de l'université aurait pu utilement entendre l'intéressé avant d'édicter la mesure, eh bien l'arrêté n'est pas vicié, faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire. Donc c'est un peu brutal dans son énoncé. Je crois que c'est tout à fait rigoureux quant à la nature de la mesure. Et en réalité, cette mesure, elle est prise dans l'intérêt du service et pas en considération de la personne. Enfin, en tout cas, c'est cette première dimension qui l'emporte sur la seconde. Si bien que la procédure contradictoire n'est pas indispensable. Ça ne veut pas dire que ça fait de mal d'en faire une. Alors simplement, on rajoute quelque chose qui est assez intéressant. C'est qu'effectivement, la procédure suit son cours. Et la suspension, normalement, elle va durer autant que la procédure se déroule. Mais il arrive que dans le cours de la procédure disciplinaire, des éléments apparaissent.
et des éléments qui peuvent apparaître à charge comme à décharge. Et en matière de harcèlement, c'est comme en matière de discrimination, je me rappelle d'un échange qu'on avait eu l'année dernière, c'est compliqué. Et parfois, les affaires se dégonflent. Et ce que dit le Conseil d'État, c'est que l'administration est tenue d'abroger la décision, c'est-à-dire d'abroger la suspension, si des éléments apparaissent en cours de procédure qui font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l'origine de la mesure n'est plus satisfaite. Évidemment, la suspension, ce n'est pas une sanction. On n'a pas besoin d'établir les faits. C'est la condition de vraisemblance des faits. Il se peut que cette vraisemblance gagne en densité au fur et à mesure. Il se peut aussi qu'elle s'évanouisse. Eh bien, si c'est le cas, il faut abroger en cours de procédure la suspension. Parce que l'intérêt du service ne s'y retrouve plus. Il n'y a plus assez d'éléments dans le dossier qui justifient toujours cette mesure conservatoire. Voilà, je suis frustré. J'espère que c'est réciproque, mais de toute façon, il faut que chacun rentre chez soi. Il y a un discours de clôture, je crois, même si Karine Soula n'est plus là. Une dernière question, peut-être? Oui, il y a une question, madame. Oui, j'avais juste une interrogation en matière disciplinaire sur la nature de la révocation. Est-ce qu'elle est définitive, indépendamment des péripéties juridiques ou contentieuses qui peuvent survenir? Parce qu'on s'aperçoit quelquefois que des personnes révoquées ont réussi d'autres concours et reviennent, si j'ose dire, une fois chassées par la porte, par la fenêtre. Oui, alors, vous êtes révoqué de vos fonctions. Donc, il se peut ensuite que pénalement, on vous interdise d'exercer un certain nombre d'activités. Mais la révocation, effectivement, ça n'est pas une sanction éternelle ad personam. À un moment, vous êtes révoqué de vos fonctions. Et ça ne veut pas dire que dans un autre cas de figure, vous ne puissiez pas revenir, comme vous dites, par la fenêtre, si vous avez réussi d'autres concours. Alors, il y a un bémol que j'apporte immédiatement. Vous le savez que vous avez des conditions à remplir pour pouvoir concourir à un certain nombre de fonctions, notamment d'honorabilité, etc. Et effectivement, le continuum peut s'effectuer par là. C'est-à-dire qu'il se peut que les faits qui ont conduit à votre révocation soit prise en compte par l'autorité de nomination pour dire vous ne remplissez pas les prérequis pour pouvoir même candidater. Mais en tout cas, juridiquement parlant, une sanction de révocation ne vous prive pas du droit, et c'est heureux. Et c'est heureux quand même, on n'a pas de stigmatisation perpétuelle qui vaille, de la possibilité de retrouver une fonction publique dans un autre domaine ou simplement une autre structure. Voilà, je suis désolé, mais écoutez, j'ai déjà débordé de 17 minutes, c'en est 17 de trop. Je vous remercie.